Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice et démocratie. Eh bien, la démocratie guinéenne à l'honneur avec la publication des résultats provisoires justement de l'élection présidentielle, des résultats qui créditent au candidat sortant Alpha Condé, vainqueur dès le premier tour avec plus de 157% des suffrages. Aujourd'hui justement comme quoi la démocratie guinéenne est à l'honneur et pour en parler, je reçois ici même au plateau de la télévision nationale, Dr Saramadi Touré. Il est ambassadeur de Guinée au Canada, il est le secrétaire permanent du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, justement le parti vainqueur de cette présidentielle selon les résultats de la CENI. Alors donc en attendant justement qu'on se tourne vers la Cour constitutionnelle pour suivre son arrêt, il n'y a que la question alimente la chronique. Dr Saramadi, vous êtes les bienvenus dans cette émission Justice Démocratie. Bonsoir. Bien, alors il y a aujourd'hui, docteur, l'actualité reste polarisée par la victoire dès le premier tour du candidat Alpha Condé avec plus de 57% des suffrages. Je voudrais justement avoir la première réaction du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel par rapport justement à cette nouvelle donne politique en Guinée. La première réaction du bureau politique, c'est peut-être un peu trop puisque le bureau politique n'a pas encore fini de tirer les leçons et le bureau politique attend les résultats définitifs de cette élection pour tirer toutes les leçons du processus électoral. Bien, les réactions alors du secrétaire permanent. Les réactions donc qui sont les miennes sont que j'apprécie hautement ce score que notre candidat a obtenu. Mais je suis tenté de dire que c'était un score attendu. Ce n'était pas une plaisanterie quand vraiment le slogan de campagne de notre parti, et même au-delà, a été un coup KO. C'est-à-dire que nous étions convaincus que notre candidat l'emporterait dès le premier tour. Mais si vous partiez simplement de ce slogan, il y a que les autres aussi avaient un autre slogan, un coup dehors. D'accord, un coup dehors, je ne sais pas ce que ça signifie. Voilà, je suis convaincu que si notre pays avait la tradition de sondage d'opinion, nous aurions suivi l'évolution de ce candidat depuis déjà la mi-mandat jusqu'à nos jours. L'essentiel de ce que je retiens est que notre candidat est parti avec un crédit très élevé auprès de l'opinion guinéenne, auprès donc de l'électorat guinéen. Le taux de popularité du président de la République a augmenté, est allé crescendo du début de son mandat à son terme. On n'est pas totalement au terme, mais à ce jour. Et quels sont les éléments constitutifs justement de votre conviction? Je crois que vous vous rappellerez, il vous souviendra que les conditions dans lesquelles le scrutin présidentiel de 2010 s'est déroulé ne sont plus les mêmes qui prévalent en Guinée. Nous sommes assez loin de ces conditions puisque le Guinéen dans son ensemble est rassuré que le candidat qu'il a élu en novembre 2010 est effectivement le président de tous les Guinéens, qui n'a pas été le président de ceux qui lui ont accordé leur suffrage, mais il a été le candidat de tous les Guinéens. Et il s'est comporté comme tel durant tout son mandat. Ses œuvres, ses réalisations ont suivi également, puisque toutes les mesures qui ont été prises ont porté leurs fruits de manière presque équitable, je dirais, à l'ensemble des citoyens guinéens, à l'ensemble des couches sociales guinéennes. Alors, c'est ce crédit qui a accompagné ce candidat tout le long de son mandat jusqu'à maintenant, et c'est de cela qu'il a bénéficié beaucoup plus. Il y a d'autres facteurs, c'est vrai, mais ce qui a le plus pesé dans la balance a été le bilan de notre candidat. Nous avions en 2015 un président candidat, alors qu'en 2010 nous avions un candidat, Alpha Condé. En 2015 nous avions un président candidat. Quelle est la différence? Entre les deux, il y a d'abord un bilan à présenter avant de soumettre un nouveau projet de société aux électeurs. Et notre bilan
nous en étions et nous en sommes toujours fiers, puisque notre candidat a un bilan élogieux. N'en déplaise à nos détracteurs, n'en déplaise à ses détracteurs, mais le peuple quand même a vraiment sanctionné très positivement ce bilan, puisqu'il le lui a reconnu. Il a reconnu que le candidat Alpha Condé est capable de faire quelque chose, et l'essentiel des engagements qu'il a pris dans son projet de société de 2010 a été réalisé. Et il se propose de poursuivre ceux qui n'ont pas été achevés dans le second projet de société qu'il a soumis cette année. Voilà un peu certaines des raisons qui expliquent le score très élevé de notre candidat. Il n'est pas trop élevé, j'ai dit bien très élevé, parce que c'est un score honorable. De près de 58% a honoré notre candidat de ce score vraiment honorable. Et il faut ajouter d'autres éléments à cela. Ce n'est pas seulement un score marginal, dans la mesure où c'est un taux de participation également à l'élection qui est, je ne dirais pas sans précédent, mais qui est également presque un record. Parce que les Guinéens se sont massivement mobilisés dans cette élection. Bien. Alors, un troisième élément est que réellement, malgré une forte mobilisation, peut-être même en raison de cela, les Guinéens ont voté dans la sérénité, dans un calme réellement olympien. Bien, alors, le docteur, il y a que vous avez, n'est-ce pas, tout le long de votre narration, vous avez mis l'accent sur la cohésion sociale parce que vous avez dit que le candidat Alpha Condé, justement, a dirigé la Guinée sans exclusion. Cependant, pendant toute cette période de campagne, on a entendu, n'est-ce pas, des mots, tout le monde parle de la cohésion sociale, n'est-ce pas, de l'unité nationale, de la lutte contre le communautarisme et même le sectarisme. Alors, quelle lecture faites-vous, justement, de ces différents appels qui restent encore d'actualité dans ce pays? Ce n'est pas que pendant ce processus électoral, toute l'année, depuis que moi j'ai commencé à observer la vie politique dans ce pays, depuis même la Première République, l'appel à la cohésion sociale, l'appel à l'unité nationale. Le terme unité nationale est une expression très usitée par les leaders d'opinion, par les acteurs politiques, parce que justement la nation n'est pas encore construite en Guinée. Et les leaders en ont conscience. La nation n'est pas construite. On est en processus de construction de la nation. Et justement, parfois, à des moments comme les élections, les périodes d'élection, il arrive qu'il y ait des frictions. Et des frictions qui peuvent être parfois graves, puisque ça peut aller jusqu'à mort d'homme. Il ne faut pas le souhaiter. Et aucun dirigeant sérieux ne l'aimerait dans son pays. Alors, comme nous sommes en train de construire la nation, la préoccupation première des hommes politiques, des leaders d'opinion en général, est de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de cette cohésion sociale, de cette unité nationale. C'est extrêmement important. C'est un message d'hier, c'est un message d'aujourd'hui. Ça doit l'être demain, mais de moins en moins. Nous le souhaitons. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous parviendrons à mettre les bases de la nation, de moins en moins on parlera de l'unité nationale, puisque vous savez, dans les grandes démocraties, dans les grands pays où la nation est formée, on ne parle pas d'unité nationale très souvent. Ce n'est pas très usité maintenant dans le vocabulaire des politiques. Voilà, vous avez dit que ça fait longtemps, n'est-ce pas, que cette question de préoccupation est usitée. Aujourd'hui, par rapport justement au bilan dont vous avez fait état, vous considérez justement la lutte contre ces stigmates comme étant un acquis ou bien un défi, n'est-ce pas, à relever. Quelle est votre position par rapport à cette question? Monsieur Diallo, moi j'apprécie mon appréciation des résultats du score obtenu par le professeur Alpha Condé au cours de ces élections. Non, la question justement de la lutte, de la cohésion sociale dont vous avez fait état, je marque un point d'arrêt sur la question. Est-ce aujourd'hui un acquis ou un défi à relever? C'est toujours un défi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours un défi, mais il y a des acquis déjà que nous avons. Alors, je viens de le dire. Oui. Mais je disais donc que... Au nombre des acquis, qu'est-ce que vous avez posé justement au niveau de la cohésion sociale? Oui, naturelle. Voilà, mais j'en venais, puisque je disais donc que mon appréciation du score du professeur, c'est que le taux, en fait le score que ce candidat a obtenu dans chacune des régions de la Guinée, des 4 régions de la Guinée, donc sur l'ensemble du territoire national, sont des scores qui sont supérieurs à ceux qu'il a jamais eu auparavant dans chacune des régions.
Bon, généralement les gens pensent que le RPG est de la Haute-Guinée. C'est pas vrai. Le RPG n'est pas de la Haute-Guinée. Je le dis ici, j'ai la fierté de dire que je suis l'un des membres fondateurs de ce parti auprès du professeur Alpha Condé. Nous sommes le seul pays, depuis la création des partis politiques en avril 1992, la seule formation politique qui a toujours tenu ses assemblées hebdomadaires presque dans les 33 préfectures de la Guinée, depuis le temps du PUP jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a jamais raté. Deuxièmement, le RPG, c'est vrai, majoritairement, il y a plus de ressortissants de la Haute-Guinée que d'autres régions. Mais le RPG a fait ses grands scores en Haute-Guinée, en forêt, et récemment, dans les dernières 5 années, un peu aussi en Basse-Côte. C'était un peu dans le Fouta où nous n'avions pas encore réussi à pénétrer profondément le milieu rural, surtout dans le Fouta. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui justifie justement cette difficulté d'y accéder? Parce que c'est sûr que vous avez fait des études, des approches, vous avez tiré des leçons. Vous m'amenez à dire ce que tout le monde sait. Je vais le dire tout ce que tout le monde sait. Monsieur Diallo, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des réticences un peu communautaristes dans le pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas propre à la moyenne Guinée, c'est propre à toutes les régions. Nous sommes encore, je le disais, au début de la démocratie. Aujourd'hui, le citoyen moyen, compte tenu du niveau culturel, compte tenu du niveau de formation, pense que son intérêt est plus chez son... C'est devenu une question de réflexe. Un réflexe communautaire. Ouais. Ce réflexe communautaire aidant, tout le monde pense que son intérêt est mieux défendu par quelqu'un de son ethnie, de sa communauté, que par quelqu'un d'autre. Je vais vous dire qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, il arrivera un moment où un Béavoki de Massanta verra dans le programme d'un baga de Bokeh nier son intérêt que dans celui d'un autre Béavogi, par exemple, qui serait candidat. Bien. Et c'est à cela qu'il faut que nous arrivions. C'est-à-dire que les hommes politiques doivent nous amener vers là. Et c'est ce qui explique ce discours que tout le monde dit, un appel vers l'unité nationale. Bien, alors pour parler au plus pressé, vous pensez que les populations qui se retrouvaient, n'est-ce pas, dans le programme du président de la République sont allées vers le président ou alors le président est allé vers les populations? Ce sont les deux, ce sont les deux qui se sont produits. Alors comment est-ce que vous l'expliquez? En réalité, les deux se sont produits. Depuis le début, je vais vous rappeler que quand le professeur Alpha Condé a été élu en 2010, beaucoup pensaient qu'il était venu pour régler les comptes à ceux qui ne sont pas de son ethnie et qu'il allait régler les comptes aux autres. Mais il a dit dans le discours et après, par la suite, on a vu dans les actes qu'il se positionnait comme étant le président de la République de Guinée, le président donc de tous les Guinéens, et les actes qu'il a posés au fur et à mesure ont rassuré les uns et les autres. Finalement, tout le monde s'est rassuré que, en fait, ils avaient affaire à un père de la nation, à un candidat qui était venu pour réellement s'occuper des problèmes de la Guinée plutôt que de gérer les problèmes subjectifs. Donc, ça a rassuré les uns et les autres et ça a ouvert la voie dans les deux sens. Les uns ont commencé à aller vers lui. Je suis bien placé pour le dire puisque j'ai fait une tournée, je suis l'un des premiers membres du gouvernement à avoir fait une tournée dans toute la Guinée en avril, entre mars et avril 2011. De la forêt jusqu'à Basse-Côte ici, en passant par les deux autres régions, Haute-Guinée et Moyenne-Guinée. Monsieur Diallo, je peux vous dire que j'ai vu un peu les mentalités dans notre pays. Vous pensez qu'il y a eu une très grande évolution? Oui, il y a eu une très grande évolution, heureusement dans le bon sens. Bien, et c'est à cela que je voulais vraiment inviter l'opinion à voir la différence entre l'état de la Guinée en 2010 et son état aujourd'hui. Le Guinéen a voté communautaire plus en 2010 qu'en 2015. Et à la fin de ce deuxième mandat du professeur Alpha Condé, on votera encore beaucoup moins communautaire. Ça, c'est sûr. Alors, il n'y a que le candidat Alpha Condé, ou alors je vais dire d'ailleurs là, le président Alpha Condé, parce que c'est lui qui a mis son mandat en jeu. Il a dit, j'ai hérité d'un pays, n'est-ce pas, et non d'un État. Alors, dans le bilan dont vous faites allusion, que vous venez d'éluder, est-ce qu'il y a aujourd'hui des avancées? Vous pensez que l'État se construit ou alors nous sommes toujours dans le trou dont lui-même il a flétri depuis longtemps parce qu'il dit j'ai trouvé la Guinée dans un trou et j'ai hérité d'un pays, n'est-ce pas, et non d'un État. Quelle est aujourd'hui la réalité, l'État, n'est-ce pas, de l'État en Guinée? Cette phrase aux conséquences très lourdes décrivait une situation pourtant réelle en 2010. C'est vrai. Et la situation de la Guinée était ça.
On avait un pays, mais il n'y avait pas d'État. C'est dommage. Mais aujourd'hui, et je vais encore revenir peut-être sur certains programmes que le professeur a engagés immédiatement, par exemple la réforme des services de défense et de sécurité. Les services de défense et de sécurité constituent l'un des principaux instruments d'un État moderne. Effectivement. Et il a commencé par ça. C'est pas pour rien qu'il a commencé par là-dessus. Au début, même les partenaires qui nous suivaient ne faisaient pas tellement confiance, tellement le programme était périlleux. Était périlleux. Oui. Mais au fur et à mesure, ils ont fondé, ils ont eu confiance et ils ont. Ce n'était pas un pari facilement à gagner. Ce n'était pas gagné tout de suite. Et donc ils ont fait confiance et puis ils sont venus. Ils nous ont accompagnés et le programme, aujourd'hui là où il est, je pense qu'il est devenu pratiquement irréversible. Parce que là, on ne peut plus dire que la réforme des services de défense et de sécurité n'est plus une réalité en Guinée. Aujourd'hui, on ne voit plus de militaires dans les rues à Conakry. On oublie vite les choses. L'opinion oublie très vite les choses. Mais en 2010, le Carrefour était assailli par les chars de combat. C'était banal de voir un militaire entrer dans un taxi, s'asseoir avec une jeune fille bien habillée, et puis lui avec son arme. Oui, c'était des choses auxquelles déjà nous étions habitués. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je crois que taper un poulet dans le dos, c'est pas un acte qu'on voit souvent. Mais même quand tu fais ça, tu vois une vieille qui a son poulet qui le tape chaque matin. Si vous habituez à ça, vous finirez par vous habituer et ça ne devient plus rien pour vous. Mais ce n'est pas un acte anodin, ça. Oui. Mais le militaire, avec son arme, assis dans un taxi avec les citoyens ou dans un bar, à prendre de la bière ou de l'alcool. C'était vraiment risqué. Tout ça, ça arrivait dans ce pays. Mais tout cela a disparu. Bien. Et dans la ville de Conakry, on est maintenant entre civils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de militaires dans le pays. Loin s'en faut. Il y a des militaires et puis une armée encore plus professionnelle que celle d'hier. Bien. Alors, docteur, justement, toutes ces mutations... L'État est en train... C'est un élément de l'État. L'État est en train de s'installer. Une administration aujourd'hui, l'administration que nous avons aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas celle que nous avions hier, ou en tout cas en 2010. Il y a beaucoup d'autres éléments. Les institutions républicaines, elles fonctionnent beaucoup mieux. Et ce sont tous ces éléments-là qui constituent l'État. Le processus électoral lui-même, est-ce que la Guinée, avant 2010... On reviendra sur le fonctionnement des institutions, mais je reste avec vous, justement, on va marquer un point d'arrêt sur la réforme des services de défense et de sécurité. N'est-ce pas, ces réformes visent, n'est-ce pas, à restaurer beaucoup plus de sécurité, n'est-ce pas, dans le pays. Cependant, la question de sécurité ou de l'insécurité se pose encore en termes d'interrogation. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous dis que non seulement ça se pose en termes d'interrogation encore, ça s'est posé hier, ça se pose aujourd'hui, ça va se poser encore demain, M. Diallo. Donc vous voulez dire que l'insécurité est un phénomène de société? C'est un phénomène de société. Tant que l'homme existera, certainement la tendance sera toujours vers la brutalité. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est naturel. Et l'État est là justement pour amoindrir cette tendance naturelle que les hommes ont de s'imposer par la force. Alors l'insécurité procède de cela. Voyez un peu les grandes démocraties. Ils n'ont jamais réussi à endiguer complètement l'insécurité. Oui, mais vous savez aussi que le passage de l'État-providence à l'État moderne est né de l'obligation qu'ont les États d'assurer la sécurité des citoyens. Eh bien, je suis face aux spécialistes de justice de la RTG. Alors, vous me prenez des choses là. Alors, je vous en remercie. Oui. Cela est vrai. C'est tout à fait ça. Bien. Alors donc toujours nous sommes dans la restauration, vous avez évoqué un certain nombre d'acquis, vous avez parlé des paris et tout de suite vous êtes parti justement sur le fonctionnement des institutions. Alors il y a que beaucoup de ces institutions viennent de voir le jour. Qu'est-ce qui justifie ce retard, monsieur? Beaucoup de ces institutions viennent de voir le jour. Je comprends pas. Je prends par exemple la Cour constitutionnelle. Oui, là je suis d'accord. La haute autorité de la communication. Je suis d'accord avec vous. La haute autorité de la communication, bon, ne vient pas de voir le jour, c'est substitué peut-être à un organe qui existait avant, le CNC. Le médiateur de la République, il a été lancé depuis longtemps, mais son opérationnalisation se posait en termes... Et c'est là la preuve que notre système démocratique est en train de se constituer, de se construire petit à petit, et qu'il fait son petit bonhomme de chemin et qu'à chaque pas, il essaie de poser un pilier, une pierre quelque part pour encore le consolider davantage. C'est ça
la venue de ces... Il y a beaucoup d'institutions, je crois qu'il y a une douzaine, d'après les spécialistes, qui sont à mettre en place des institutions de la République, des institutions républicaines. Moi, je ne les connais pas, mais on va les mettre en place petit à petit. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans la bonne direction, nous allons dans la bonne direction. Mais si pendant tout ce mandat, par exemple, on n'en avait pas mis en place, ça aurait été peut-être une gageure et une faute. Mais déjà, on commence à les mettre en place et les institutions se mettent en place petit à petit. Les trois principales, nous sommes sortis de la période de 90 à maintenant, nous sommes sortis avec les trois institutions principales d'une démocratie que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire. Mais après, d'autres institutions sont en train de se mettre en place petit à petit et aujourd'hui, vraiment, la CENI, qui n'est pas une institution courante dans les grandes démocraties, est également en place et ça fonctionne. Voilà, vous insistez beaucoup sur la CENI, donc cela va nous amener vers... contrairement à ce qu'en pensent d'autres. Bien, alors concernant la CENI, il y a tout justement que la CENI est toujours restée au centre, n'est-ce pas, de toutes les préoccupations et avec à la clé justement parfois des déchirures, n'est-ce pas, pour soit son opérationnalisation, tout ce que cela comporte. En tout cas, il y a toujours, n'est-ce pas, beaucoup d'interrogations, beaucoup de quoi qu'à ce niveau, il y a que, n'est-ce pas, les partis se rejettent la balle quant aux acquis ou aux défis. Ou alors, je ne sais pas quelle est votre perception du fonctionnement de cette institution. Parce que depuis les législatives, l'autre présidentielle, jusqu'à maintenant, la CENI reste encore au devant de la scène. Je conçois, M. Diallo, que la CENI, je disais tout à l'heure, est une institution, elle est relativement plus vieille que d'autres, comme par exemple la Cour constitutionnelle. Mais la CENI, elle est postérieure également à d'autres institutions de la République. La CENI a certainement fait un certain nombre de pas dans la bonne direction, mais la CENI a encore beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever. Parmi lesquels? Laissez-moi continuer d'abord avec cette idée. Je sais que la CENI a beaucoup de défis à relever et il y a un certain nombre de choses. Quand je vois par exemple cette année le fichier électoral, ne serait-ce que par exemple la liste des électeurs d'un bureau de vote, personnellement je ne comprends pas comment la liste des électeurs d'un bureau de vote ne peut pas être mise, par exemple, par ordre alphabétique pour amener l'électeur à passer moins de temps à l'intérieur du bureau. Personnellement, quand je suis venu voter, voilà, j'ai voté, je suis un bon citoyen, soit dit en passant. Tout comme moi. Hein. Et quand je suis venu voter, j'avoue que j'étais moi-même mal à l'aise. Pour le temps qu'on a mis... C'était laborieux, ce n'était pas fluide. C'était laborieux. Oui. Alors qu'on peut le faire. Oui. Je pense qu'on peut le faire. Oui. Ça, c'est un minimum. Oui. Par contre, il y a des choses vraiment qui ont... Dans le fichier électoral, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai travaillé là-dessus. Heureusement, depuis que je suis venu pour ce processus, j'ai travaillé un peu près, beaucoup plus près de la CENI cette fois-ci que d'habitude, et j'ai vu devant la communauté internationale, avec des témoins et tout le reste, je voulais rappeler que nous avons, avec l'opposition, passé 2 mois de dialogue. Et au cours de ces 2 mois de dialogue, la CENI était un acteur presque incontournable. Il était là. Et les cadres de la CENI, les experts qui étaient là, qui nous ont donné les explications sur le travail que la CENI fait, nous ont convaincus, toutes les 2 parties. Je suis étonné de voir qu'il y a des choses que je ne veux pas dire autour de cette table. D'accord. Il y a des choses que je ne dis pas. Il était très bon. Et les 2 parties, au cours du dialogue, ont fait en sorte qu'on puisse mettre l'ensemble des garde-fous qui nous permettent d'avoir un fichier vraiment qui réponde à presque toutes aux normes essentielles pour un processus électoral comme celui que nous étions en train de préparer. Cela a été fait. Et ce fichier répondait, je crois, à ces questions. Mais je suis étonné. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses, surtout de l'opposition. Moi, je suis navré. Nous avons fait ce travail avec des cadres de l'opposition. Malheureusement, ceux avec lesquels j'ai travaillé sur ces questions, je ne les entends pas parler. Mais j'entends leurs leaders parler, qui disent des choses comme si exactement, jamais rien n'a été fait de positif sur ces dossiers
ça m'étonne. Pensez-vous que ne pensez-vous pas que c'est de bonne guerre? Quand on dit que c'est de bonne guerre, si je ne veux pas que M. Abdoulaye Djibril Diallo gagne 2 points par rapport à moi, je peux lui coller certaines choses, mais il faut que cela colle à une certaine réalité. Oui, mais j'ai comme l'impression, docteur, pas inventer des choses. Ce que vous dites est intéressant et j'ai comme l'impression que c'est un peu le talon d'Achille aujourd'hui, n'est-ce pas, de la démocratie en Guinée, la perception des politiques, n'est-ce pas, la perception de la politique par les politiques. Parce qu'on a comme l'impression de faire comprendre qu'en politique on est tout permis, alors que justement les politiques sont les références, n'est-ce pas, de la nouvelle génération. Vous ne pensez pas, comme vous l'avez dit, qu'il faut un peu moraliser, n'est-ce pas, la conduite des politiques dans le pays? Allez-y, allez-y. Oui, d'accord, allez-y. Je crois que on ne se bat pas comme seulement deux camps l'un contre l'autre. On est en train, justement, tous les politiques sont des leaders d'opinion. Nous parlons devant une population, nous parlons devant des jeunes, des femmes, les hommes de ce pays. Et quand nous parlons, quand tu parles, tu as un certain nombre de gens qui font confiance en ce que tu dis. Et alors quand tu dois parler, il faut contrôler ce que tu dis et vérifier surtout ce que tu dis. Et c'est très important. Et le plus souvent quand on demande pourquoi vous n'avez pas respecté vos faits, on dit c'est de la politique. J'ai comme l'impression que cette consonance... C'est une très mauvaise lecture de la politique. Penser qu'on peut se permettre de tout dire ou de tout faire en politique, c'est archi faux. C'est pas vrai. La politique, c'est justement montrer l'exemple. Un homme politique est une personnalité publique. Oui. Il doit montrer l'exemple. Surtout que je suis pas d'accord avec vous sur dans un certain comportement. Il faut qu'on sache qu'on a des gens qui se conduisent bien, qui sont des références, qui nous prennent comme des références. Le principe de l'exemplarité. Exactement. Un homme politique doit donner l'exemple dans le bon sens. Et cet exemple, ça se donne lorsque on sait d'abord donner une certaine ligne de conduite à soi-même qu'il faut vraiment garder. Et ce que vous dites... Quand on pense qu'on peut se permettre de tout dire, quand tu acceptes quelque chose entre 4 murs, tu viens regarder quelque chose, tu vois que c'est bien. Et quand tu sors devant les micros, tu dis, mais rien n'est fait. Oui, mais cela est valable au niveau de l'opposition et au niveau de la mouvance. Pas du tout. Je ne connais pas quelqu'un du côté de la mouvance. D'accord, je vous comprends. Je me permets, je le dis. Mais si vous voulez que je dise des noms et prénoms et sur des sujets exacts, je peux le dire. Mais par respect pour vous et pour votre émission et pour vos auditeurs. Non, c'est votre droit, docteur. Par rapport à la question, ce que vous dites est d'autant plus important que pour diriger ce pays, il faut passer par un parti politique. Parce que pour être candidat pour la présidentielle, pour l'Assemblée nationale, il faut être présenté par un parti politique. Cela veut dire que la politique doit justement, le politicien doit être une référence par excellence. Merci. Alors donc, on va avancer. Justement, vous avez évoqué une question importante aussi dans le fonctionnement des institutions au service de la démocratie. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, telle qu'elle fonctionne, elle répond à ces exigences? Puisque vous avez la majorité à l'intérieur. Quelle fonction, c'est-à-dire? Non, l'Assemblée nationale. Nous avons l'une des assemblées... Elle a sa mission, justement, de représenter le peuple, de discuter des préoccupations nationales, n'est-ce pas, de contrôler l'action gouvernementale. Vous pensez que, justement, ces réalités sont de mise aujourd'hui? Moi, je pense que l'Assemblée nationale répond, ou en tout cas travaille, puisque... répond aux exigences d'une Assemblée nationale dans la mesure où la plupart des députés que je connais, que ce soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, sont des cadres qui comprennent et qui ont une idée très claire de la mission d'une Assemblée nationale, d'un Parlement. Ils ont une idée très claire, ils savent qu'est-ce que la fonction d'une Assemblée dans une démocratie, ils le savent. Et ceci dit, nous avons une des assemblées, aujourd'hui la Guinée, nous avons une des assemblées nationales les plus équilibrées presque en Guinée, en Afrique. Parce que les élections législatives de septembre 2013 en Guinée ont prouvé que notre démocratie est en train vraiment de faire des bons pas dans la bonne direction, puisque l'opposition, j'ai entendu des gens dire que c'est la première fois qu'on voit une opposition tricher un parti au pouvoir. Et l'opposition a obtenu un score. C'est vrai, les gens le disent. Moi, les militants nous l'ont dit. Vous pouvez faire cette démonstration, comment cela est possible? J'avoue que
ne me soumettez pas à cette... non, mais vous êtes justement sur ce plateau, il y a ici, que tout le monde vous suit. Docteur, quand vous affirmez, nous avons déposé un contentieux, je crois que vous pouvez le fouiller et vous verrez vraiment beaucoup d'éléments là-dessus et des preuves avec photo et tout à l'appui où on a prouvé qu'il y a des partis de l'opposition qui ont été pris la main dans le sac en faisant des choses. Je ne veux pas donner des... D'accord, allez-y. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Assemblée est équilibrée de manière à ce que le parti au pouvoir a du mal à faire même passer certaines lois parce qu'elle n'a pas, par exemple, la majorité suffisante pour les faire passer. Une majorité des 2/3, par exemple, à l'Assemblée, est requise pour faire passer certaines lois. Mais la majorité elle-même n'a pas cette majorité des 2/3. Il faut qu'elle négocie pour les faire passer, qu'elle négocie. Et en termes d'assemblée, en termes donc de débat parlementaire, oui. Quand on parle de négociation, c'est amener quelqu'un qui n'est pas convaincu de ton dossier, de ton projet, à l'accepter et donc à en être convaincu. C'est donc, il faut le convaincre, il faut le sensibiliser, il lui montrer le bien fondé du dossier pour qu'il accepte de voter en faveur, pas contre le projet. Et donc cette négociation parfois ça se passe difficilement, mais ça arrive. Il faut que la majorité négocie pour amener une partie de l'opposition à accepter son projet pour que le projet passe quand il s'agit d'une loi qui exige la majorité des 2/3. Bien, alors, la majorité, quand c'est la majorité simple, oui, on comprend, nous avons une majorité simple à l'Assemblée, c'est relativement facile. Ah, donc, docteur, le temps pour moi juste de retrouver nos partenaires et je vous retrouve dans quelques 2 minutes. Bien, alors Lémi me disait que le socialisme c'est l'électricité et l'électrification, allusion faite justement à l'importance de l'électricité dans le développement d'un pays. Il y a aujourd'hui que parmi les acquis que vous avez évoqués ici se trouve être justement Caleta. N'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, le dossier fort et phare de la gouvernance Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui vous prenez, n'est-ce pas, l'électrification de la Guinée comme étant un acquis ou un défi encore? C'est un acquis déjà. D'accord. Mais il reste des acquis à relever. Il reste des défis alors. Il reste d'autres défis. Alors donc c'est un acquis et un défi en même temps. Tout à fait. En quoi c'est un acquis et en quoi c'est un acquis puisque aujourd'hui, à date, nous avons réussi à multiplier par 2 la capacité de production d'énergie électrique et la capacité de consommation du consommateur guinéen en énergie électrique en l'espace de 5 ans. Là, il y a un acquis là, incontestable. Et cela n'est pas parce que c'est quelque chose qui est acquis de façon temporaire ou transitoire ou circonstancielle. Oui. Mais c'est parce que vraiment cet acquis-là, il est accompagné de beaucoup de garde-fous pour qu'il soit pérenne. Oui, d'accord. Et pour chaque jour qui passe, pour qu'on puisse chercher à le pérenniser. C'est encore un défi puisque toute la Guinée d'abord, je n'ai pas les statistiques en tête, n'a pas accès à l'électricité. Et il y a beaucoup d'autres chantiers à ouvrir dans ce secteur pour que toute la Guinée puisse avoir l'électricité, avoir accès à l'électricité et peut-être obtenir pour la première fois. Et je suis sûr qu'avant la fin de ce second mandat du président de la République, la Guinée va l'obtenir, c'est pouvoir exporter de l'électricité. C'est déjà fait avec Caleta, mais avec Swapiti, on va encore exporter davantage. Et pour la première fois, le budget de l'État va encaisser des ressources, des devises à partir de notre exportation d'électricité. Ce serait une première dans le parcours de la Guinée. Dans le fonctionnement de l'État guinéen. Oui. C'est-à-dire pour la première fois, le budget, les ressources de l'État vont grossir d'une recette que le pays n'a jamais faite depuis son indépendance en 1958 jusqu'à maintenant. Oui, mais comment y parvenir? Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'inflation est en train de se repositionner, de galoper. Non, c'est pas l'inflation n'est pas en train de galoper, le terme n'est pas propre. L'inflation, en fait, la marche, depuis 2011 jusqu'à maintenant, la marche était descendante de l'inflation. Elle n'est pas ascendante, elle a été d'abord stagnante.
Et au cours de ces 2 dernières années, ça a légèrement monté. Mais le dollar qui était à 7 000 et quelques aujourd'hui a franchi le cap. Oui, il y a la spéculation qui accompagne également ça un peu. Oui, mais l'État doit maîtriser justement. S'il vous plaît. La montée du dollar n'est pas propre à la Guinée. Voyez la parité entre le dollar et l'euro. Entre le dollar et les autres grandes devises mondiales, le dollar se positionne aujourd'hui comme une monnaie très ferme face à la plupart des devises dans le monde. Donc ça, c'est un phénomène mondial, ce n'est pas propre à la Guinée. Et pour ce qui est du cas guinéen, l'inflation, il n'y a pas une inflation. En fait, il faut que vous sachiez que les 2 dernières années du premier mandat du professeur Alpha Condé ont été marquées surtout par l'avènement de cette grave maladie épidémique qu'est Ebola. Alors cette maladie, cette épidémie a eu une incidence très grave sur le plan d'abord social, mais également sur l'économie de la Guinée. Ça a été largement dit et l'économie en a terriblement souffert. Et aujourd'hui, ça a arrêté. Le taux de croissance qui était attendu à la fin de 2014 était situé entre 4,8 et 5,2% de l'économie guinéenne. Mais ce taux de croissance à la fin de 2014 a chuté à moins de 3%, c'est-à-dire autour de 2,3%. C'était drastique. C'était drastique. Le rythme et l'élan que le développement de l'économie avait prise au cours des 3 premières années du mandat de 2011 à 2013 a été cassé de suite et la maladie, puisque la maladie a fait une éruption inattendue et une éruption de façon très drastique dans notre pays, une maladie qu'on ne connaissait pas du tout, dont on entendait parler vers l'Afrique centrale, qu'on ne connaissait pas du tout, et on n'attendait pas du tout que cette maladie se produirait en Afrique. Même l'OMS et les spécialistes mondiaux ne l'attendaient pas dans cette partie de l'Afrique. Ouais, mais elle s'est produite et méconnue. Je voudrais profiter ici d'ailleurs pour rendre hommage et vraiment à tous les grands, tous les hommes de la santé, du secteur de la santé qui ont péri dans cette maladie. Je voulais rendre vraiment hommage à eux et à leur mémoire. Ouais. Parce qu'il a fallu qu'eux meurent pour que nous vivions aujourd'hui nous autres. Et cette maladie n'a pas eu que des victimes en vies humaines, mais ça a eu un impact très grave sur l'économie. Et ça, aujourd'hui, ça fait que le taux de croissance a baissé, fortement baissé. Notre taux de croissance n'est pas négatif. Il n'y a pas d'inflation. L'inflation a été ressentie un peu. C'est un peu ressenti. Mais demandez un peu la ménagère au marché, elle va vous dire que le prix des principales denrées du pays, ces prix-là sont restés fermes. Ils sont restés vraiment... Donc le panier de la ménagère n'est pas menacé. Justement, et puisque vous avez insisté sur la question Ebola, le président avait dit justement qu'il faut transformer Ebola, n'est-ce pas, en opportunité. En opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que, n'est-ce pas, cette affirmation du président de la République se justifie sur le terrain? Quels sont les arguments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour le dire? Il a raison, puisqu'il a un vaste programme dans son projet de société pour 2015-2020. Il est prévu justement que dans le secteur de la santé, le pays se dote de centres, en fait, des infrastructures sanitaires conséquentes, pour que désormais des maladies du genre d'Ebola ne surprennent plus notre système de santé, ne surprennent plus notre pays. Et je pense qu'avant la fin même de ce mandat qui commence, la Guinée parviendra à mettre en place des infrastructures, en tout cas un système de santé qui lui permettra de répondre, de déclencher une réponse rapide à ce genre d'épidémie à l'avenir. Aujourd'hui, vous avez vu que le plus grand hôpital, le plus grand centre hospitalier universitaire du pays, qui est Donka, est actuellement en chantier. Et je crois que ça va devenir un hôpital de référence, non pas pour la Guinée seulement, mais pour la sous-région, à l'issue des travaux qui commencent. Mais en plus, il est prévu que toutes les importantes localités du pays, donc pratiquement tous les chefs-lieux de CRD ou de sous-préfecture soient dotés d'un centre de
santé vraiment qui répondent aux normes de cette expression, c'est-à-dire un centre de santé vraiment qui soit à même de riposter quand il y a des épidémies à l'avenir. Et il y aura toutes les préfectures, bien sûr, auront des hôpitaux qui seront également bien équipés. Mais il y a également un programme de formation du corps médical. En fait, je veux parler depuis les garçons de salle jusqu'aux médecins, un programme de formation donc consistant qui est prévu et qui permettrait vraiment de doter notre pays d'un système, dans son ensemble, d'un système de santé performant. Donc il y a, M. Touré, que vous avez insisté à l'entame de votre émission sur la cohésion sociale, n'est-ce pas, l'unité nationale, mais on a comme l'impression qu'il n'y a pas de cohésion politique. Autrement dit, le cadre de discussion ou alors de Sanakuya entre l'opposition et la mouvance, en tout cas au niveau de l'élite, ce cadre m'a l'air d'être un peu déficitaire du fait que, n'est-ce pas, chaque fois que l'opposition, les opposants et n'est-ce pas, l'élite de la mouvance se retrouvent, c'est pour discuter des problèmes et non justement pour partager des moments forts de réjouissance et tout ce que cela comporte. Alors comment est-ce que vous pouvez, est-ce que vous travaillez dans ce sens-là pour réinverser cette tendance? Monsieur Diallo, vous avez raison. Malheureusement, vous avez raison. Et il y a quand même des exceptions, comme à toute règle. Il y a des adversités. Il y a une adversité trop poussée. Je ne vois pas trop bien pour quelle raison. Alors qu'il y a des questions. Parfois, vous et moi, nous pouvons dire la même chose, mais étant de deux côtés de la table, on peut avoir les mêmes vues sur une question, mais étant des deux côtés de la table, le simple fait de le dire différemment fait que nous ne sommes pas d'accord. Alors qu'on peut dire la même chose souvent sans être d'accord. La démocratie, c'est également la contradiction. La contradiction, quand elle est constructive, quand elle est objective, elle est saine. Ouais. C'est ça l'essence de la démocratie. Effectivement. Cette contradiction est l'essence de la démocratie quand elle est saine, quand elle est objective. Mais lorsque on veut regarder un objet tout blanc pour dire non, il est noir, et tu t'agrippes là, vaille que vaille, quoi que l'on dise, toi tu dis il est noir, et pour toi c'est noir, et c'est ça. Le jusqu'au boutisme. Parce qu'à un moment donné, j'ai remarqué, au beau milieu de la crise, c'est ça qui vous avez initié des C'est ça qui caractérise Jean Venin, c'est ça qui caractérise certains de nos hommes politiques. J'ai voulu un peu dédramatiser cette situation, parce qu'il vous souviendra que pendant le dialogue politique qui a été lancé le 18 juin 2015, et c'était au mois de Carême, nous sommes arrivés à un moment où il a été bloqué. Nous sommes allés dans une impasse. Alors l'opposition a claqué la porte, elle est sortie. Nous sommes restés une semaine, 10 jours. Au 12e jour, on ne faisait rien, on ne disait rien. La mouvance présidentielle que j'avais l'honneur de diriger a pris l'initiative d'aller vers l'opposition. Parce que ces débats se faisaient dans une salle entre 4 murs, mais avec la communauté internationale ici comme observateur, la société civile guinéenne comme observateur et le gouvernement qui chapeautait tout cela. Et l'opposition et la mouvance en face à face. On discutait des questions qui nous regardaient, des questions qui intéressaient tout le pays. Et des questions vraiment claires, un débat vraiment ouvert. Mais on a bloqué. Comme c'était bloqué, nous avions mesuré les conséquences de ne pas parvenir à obtenir un accord. Et nous avons pris l'initiative. Un jour, j'ai appelé monsieur, si vous pouvez me permettre de dire un nom, monsieur Aliou Condé, le secrétaire général de l'IFDG. Oui, il l'a dit. Je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur Condé, je crois que nous ne pouvons pas rester en l'état. La communauté internationale nous regarde, mais surtout l'opinion guinéenne nous regarde et attend quelque chose de nous. Donc il faut que nous fassions quelque chose. Même si c'est à l'informel, essayons de nous rencontrer pour faire quelque chose. Comme ça, on fait bouger les lignes. Il dit, monsieur Touré, bon, écoutez, nous sommes actuellement en congrès. J'ai dit, je sais. J'ai dit, j'attends que vous terminiez le congrès. Le congrès de l'IFDG était en cours en ce moment au Palais du Peuple. Ensuite, oui. Et par la suite, il nous a reçus. Sur ma demande, il nous a reçus au QG de l'IFDG. J'avoue, monsieur Diallo, quand je suis arrivé ce jour-là, j'ai trouvé beaucoup de monde, mais je ressemblais à un petit extraterrestre. Moi aussi, je venais de la ligne et tout, et de la Lune. Mais qu'à cela ne tienne, quand je suis venu, on est venu discuter pendant près de 2 heures de temps. Dans un bureau, pendant près de 2 heures de temps. Ils étaient 2, nous étions 3.
Mais j'avoue que personne n'a bougé de son point. On n'a pas bougé, personne n'a fait une simple concession d'un iota. 2 heures, 20 minutes de débat, personne n'a changé sa position. Non, c'était pas en vain. Loin s'en faut. Personne n'a bougé, c'est vrai, mais nous nous sommes séparés ce jour. Chacun avait dans sa tête qu'à partir de ce jour-là, on allait obtenir des résultats. Parce que l'atmosphère était détendue. Et même si nous n'avions pas bougé les lignes, réellement les lignes politiques, mais mentalement et psychologiquement, nous étions tous dans la disposition de faire quelque chose, de faire un pas l'un vers l'autre. Et cela, c'était le grand résultat de cette rencontre. Et c'est ça qui nous a permis d'aboutir aux résultats que nous avons. Voilà, donc nous sommes un peu pris par le temps. Alors, est-ce que vous voulez partir de tout cela aujourd'hui? Il y a que, n'est-ce pas, le RPG Arc-en-Ciel, à travers son candidat, n'est-ce pas, vient d'être crédité de plus de 57% des voix. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la démocratie en Guinée, elle se porte bien, elle connaît des avancées, avant justement de revenir sur votre victoire comme dernier mot? La victoire du RPG est une victoire indéniable. Le peuple du Guinée le sait. Tous les électeurs guinéens le savent que les résultats que le professeur Alpha Condé et son gouvernement ont obtenus au cours de ces 5 années sont des résultats qui pourraient pousser n'importe qui à donner, s'il le demandait, un deuxième mandat, une deuxième opportunité à une équipe comme celle que le professeur Alpha Condé a mise en place. La démocratie. Puisque la démocratie a fait un grand pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt. En 2010, les conditions, les circonstances dans lesquelles l'élection présidentielle s'est opérée en Guinée ne sont plus les mêmes que celles de 2000. Donc vous pensez qu'il y a une avancée? Le score du candidat même qui a gagné dans toutes les régions de la Guinée ne sont pas les mêmes, les scores donc ne sont pas les mêmes en 2010 qu'en 2015. Ça a beaucoup amélioré et il y a plus d'équilibre en 2015 qu'en 2000. Voilà, donc en attendant l'arrêt de la Cour guinéenne avance. En attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous avez un mot à l'endroit justement de la classe politique guinéenne, justement comme dernier mot, et du peuple de Guinée par rapport justement à votre victoire? J'ai un mot surtout à l'endroit de l'opposition. Je veux appeler nos amis, nos collègues de l'opposition à mettre la balle à terre. Cette Guinée, il faut que chacun la regarde comme étant sa Guinée à lui. Et que si le feu brûle n'importe où dans ce pays, ce n'est pas la case seulement du voisin qui brûle, c'est notre case à tous qui brûle. C'est la Guinée qui est concernée. Et c'est la Guinée qui est concernée. Donc je veux lancer un avis. C'est-à-dire les discours vraiment qui incitent à la violence n'apportent pas grand-chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Je veux également lancer un appel à l'ensemble de la jeunesse guinéenne. La jeunesse doit comprendre que les politiques viennent pour contribuer à leur éducation, à leur formation. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est à eux de le faire demain. Et ils doivent donc choisir le bon chemin. On peut voir que ça n'empêche pas d'aller vers un leader. Mais lorsque vous sentez que le leader ne fait pas ce qui caractérise, ce qui correspond à votre façon de voir les choses, vous pouvez ne pas suivre cela, mais aller dans le sens de ce qui est l'intérêt supérieur de la nation. Parce que au-dessus de chacun de nous, c'est ça. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et Démocratie. L'émission a porté sur le processus électoral en Guinée avec justement la publication des résultats provisoires par la CENI, des résultats qui créditent au candidat Alpha Condé gagnant dès le premier tour avec plus de 57% des suffrages. En attendant justement l'arrêt de la Cour suprême, il y a que la question était d'actualité. Et pour en parler, je suis ici même au plateau de la télévision nationale, Dr Saramadi Touré. Il est le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, le parti gagnant justement de cette présidentielle. Avec lui, nous avons tenté de cerner justement les contours, les acquis et défis du processus démocratique en Guinée. Je pense que vous avez été particulièrement bien servi. L'émission a été signée Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée. Démocratie,